Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, l'intelligence sociale. On va piger dans les idées du livre L'art de l'intelligence sociale pour en sortir un genre de guide pratique pour, au fond, mieux comprendre les autres et, surtout, bâtir des relations qui sont solides. Pensez-y un instant. Est-ce que les expressions du visage reflètent toujours les vraies intentions? C'est une super bonne question. Parce qu'on a beau avoir les meilleures intentions du monde, des fois, notre ton, notre regard, bref, tout ce qu'on dégage envoie un message complètement à l'opposé. C'est vraiment ça le cœur du sujet. Comment on fait pour s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit en ce qu'on veut dire et ce que les autres reçoivent? OK, première grande idée, la base de tout. L'être humain est un être social. Mais attention, pas juste parce qu'on aime ça, là. C'est carrément inscrit dans notre biologie. C'est un besoin aussi fondamental que de manger ou de dormir. Et le plus fou, c'est que la science le prouve. Des chercheurs d'un centre de neurosciences à Chicago ont montré un truc incroyable. Quand on interagit avec d'autres personnes, notre cerveau libère des produits chimiques naturels qui agissent comme un anti-stress super puissant et qui gardent notre cerveau en super forme. Le contact humain, c'est littéralement de la nourriture pour notre cerveau. Mais à l'inverse, qu'est-ce qui se passe quand on manque de ça? Les conséquences sont loin d'être anodines. Aux États-Unis, c'est 30 près d'une personne sur trois qui se sent seule. Et on ne parle pas juste d'un petit coup de blues passager, non. Les études sont claires là-dessus. La solitude chronique, c'est une porte d'entrée vers un risque de dépression beaucoup plus élevé. Maintenant, un chiffre qui fait réfléchir. 150. C'est le fameux nombre de Dunbar. Un anthropologue a découvert qu'en gros, 150, ce serait le nombre maximum de relations stables que notre cerveau est capable de gérer en même temps. Au-delà de ça, notre cerveau commence à ramer. Il n'est juste pas fait pour plus. OK, on change de sujet pour parler d'un moment hyper court mais tellement crucial, la fameuse première impression. On parle de quelques secondes, à peine, et pourtant c'est souvent ça qui va dicter le ton pour toute la suite d'une relation. D'ailleurs, il y a une histoire dans le livre qui illustre ça parfaitement. Imaginez la scène, OK? Quelqu'un est dans un ascenseur, il a une entrevue pour un job dans quelques minutes, il est un peu stressé, et là, machinalement, il se cure le nez. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et il réalise que la personne juste à côté, c'est la personne qui va lui faire passer son entrevue. Ouch! Le malaise total. Un petit geste complètement inconscient vient de créer une impression catastrophique. Bon, alors, comment on fait pour éviter ce genre de catastrophe? Il y a 4 principes de base. D'abord, l'état d'esprit. Partir du principe que les gens sont bien intentionnés. Ensuite, la façon de communiquer. Simple, clair, direct. Pas besoin de faire compliqué. Le troisième, il est un peu plus fin. Aider la personne en face à se sentir bien dans sa peau. Et finalement, le quatrième, c'est comme le liant qui tient tout ça ensemble. Être positif, être aidant. Avoir une bonne première impression, c'est un bon début. Mais si on veut aller plus loin, si on veut vraiment construire des liens solides, il y a une compétence qui est absolument non négociable. C'est l'empathie. Et à la base de l'empathie, il y a un concept clé qu'on appelle la théorie de l'esprit. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la capacité de comprendre que les autres ne sont pas nous. Ils ont leurs propres pensées, leurs propres désirs, leur propre vision du monde. C'est réaliser qu'ils ont tout un univers dans leur tête qui n'est pas le même que le nôtre. Et cette théorie, elle repose sur 5 grosses vérités qu'il faut intégrer. 1. Les désirs des autres sont différents des nôtres. 2. Leurs croyances aussi. 3. Ce qu'on sait, ce n'est pas ce que tout le monde sait. 4. Nos propres idées peuvent être complètement fausses. Et 5, peut-être le plus important, les gens ne disent pas toujours ce qu'ils pensent vraiment. Ça m'amène à une phrase que je trouve géniale. Démissionner de la police des croyances. La police des croyances, c'est une image tellement forte. C'est cette manie qu'on peut avoir de vouloir que tout le monde pense comme nous, de juger les opinions des autres, de vouloir les corriger, comme si notre façon de voir les choses était la seule qui était bonne. Alors la question, c'est comment savoir si on fait partie un peu de cette police des croyances? On peut se poser quelques questions pour y voir clair. La première, est-ce qu'on a tendance à mettre une étiquette sur quelqu'un à cause d'une seule chose qu'il a faite? Deuxième question pour la réflexion, est-ce qu'on a tendance à juger les autres avec notre propre grille de valeurs, comme si c'était la seule qui existait, sans même penser qu'il peut y avoir un monde entre ce qu'on croit et ce que l'autre croit? Et la dernière qui est vraiment, vraiment importante. Quand quelqu'un fait quelque chose de pas correct, est-ce que notre premier réflexe, c'est de se dire c'est une mauvaise personne ou est-ce qu'on s'arrête une seconde pour penser à la situation? Qu'est-ce qui a pu l'amener à faire ça? C'est là que le test de l'empathie se joue, pour de vrai. Bon, on a vu le bon côté, maintenant allons voir le côté plus sombre, les erreurs, parfois toutes petites, toutes subtiles, qui peuvent complètement torpiller nos relations. Et le premier piège, il est surprenant. C'est le piège d'être trop gentil. Ça sonne bizarre, je sais, mais quand on essaie de plaire à tout le monde, tout le temps, ça finit par sonner faux. Le vrai but, c'est de trouver l'équilibre.
être capable de s'affirmer, mais toujours dans le respect de l'autre. Et des pièges comme ça, il y en a d'autres. Par exemple, tout ce qui bloque la connexion directe, cacher ses vraies émotions, fuir le contact visuel, puis à tous les pièges liés à l'ego, se vanter sans arrêt, faire des compléments qui ne sont pas sincères, ou la fameuse fausse modestie, qui est juste une façon déguisée de se vanter. Et bien sûr, le champion toute catégorie, l'orgueil et l'arrogance. OK, on arrive vers la fin. Essayons de rassembler tout ça. C'est quoi la feuille de route, au fond, pour s'améliorer sur le plan social? S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Le succès social, ce n'est pas d'être extraverti ou d'être le clown de service. Ce n'est pas une question de personnalité. Non, c'est une compétence. Ça s'apprend, ça se travaille. Ça repose sur des petites choses. Faire attention aux détails, développer une empathie réelle et juste être conscient des pièges à éviter. Le secret, il est dans la maîtrise de tous ces petits détails. Alors, je termine avec une question pour la route. En repensant à tout ça, quelle serait la première erreur sociale qu'on pourrait décider d'arrêter de faire? Juste une. Laquelle serait la plus payante à éliminer dès maintenant? Parce que c'est souvent avec ce premier petit pas que tout le reste se met en marche. Voilà qui conclut cette analyse.